Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 3 février 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire de cette émission, notre invité du jour, William Dab, l'épidémiologiste, nous dira ce qu'il pense de la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire et de la campagne de vaccination. Et puis on ira dans l'un avec Mathieu Magnodex et Youmni Kezouf à la rencontre d'entrepreneurs exsangues qui ne rentrent dans aucune case pour les aides de l'État. Enfin, direction la Tunisie où les manifestations se sont calmées, mais pas les tensions politiques. Mais avant de développer ces thèmes, retour sur une décision qualifiée d'historique. Historique, c'est le mot qui est beaucoup revenu pour qualifier la décision rendue par le tribunal administratif de Paris dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle. 4 ONG assignaient l'État pour son inaction climatique. La justice administrative vient de leur accorder 1 € de dommage pour préjudice moral. On l'a fait, on a gagné. Vous avez gagné. L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et ça, c'est une victoire historique. Le jugement reconnaît aussi que l'État n'a pas agi comme il aurait dû contre le réchauffement de la planète. À l'origine de cette affaire du siècle, une élue, l'eurodéputée écolo Marie Toussaint. Ce matin, elle explique pourquoi le terme historique lui convient. Pour la première fois, un tribunal administratif a jugé que l'État était fautif pour ne pas agir assez contre le dérèglement climatique, l'a condamné, a reconnu par la même occasion que le préjudice écologique pouvait s'appliquer à toutes les autorités publiques et que chaque association, dont notre affaire à tous, pouvait agir en justice pour défendre le climat et l'environnement. Donc c'est effectivement un grand pas. Le tribunal, les juges ont reconnu que le dérèglement climatique était un préjudice écologique. Ça, c'est déjà une grande victoire, ça n'avait jamais été reconnu jusqu'à maintenant. Et puis, il a reconnu que l'État était coupable dans le passé de préjudice écologique dès lors qu'il ne respectait pas son budget carbone annuel. Ce qu'il n'a pas reconnu toutefois, c'est la manière dont il fallait réparer ce préjudice. Il a dit que les émissions de CO2 devaient être comptabilisées comme comptant sur 100 ans. Donc il a bien souligné que les émissions d'aujourd'hui avaient un impact sur le futur. Par contre, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'était pas encore en mesure, pas encore, il pourra peut-être l'être prochainement, mais de formuler des demandes, des injonctions de réparation de ce préjudice. Ce que le juge a dit, c'est qu'il avait besoin de 2 mois d'instruction supplémentaires pour tenir compte des remarques que l'État avait envoyées en retard après la clôture de l'instruction, mais aussi pour poursuivre son examen des mesures aujourd'hui prises par la France, des politiques publiques qui existent, voir si ces mesures permettent de respecter ses objectifs et de réparer le préjudice écologique. Donc c'est la science climatique qui fait peu à peu son entrée dans les tribunaux et les juges sont prudents. Mais être prudent, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la possibilité de donner des injonctions, de donner des ordres quelque part à l'État. Ça veut juste dire qu'il a besoin d'en savoir plus, de mieux appréhender le sujet de la science climatique, des trajectoires climatiques. Il est prudent et il est patient, le juge administratif, envers le gouvernement. Certains sont donc plus mesurés. C'est le cas de l'avocat spécialiste de l'environnement, Arnaud Gossman. Il nous explique pourquoi. Qu'il est un peu tôt pour dire que ce jugement est décevant ou historique, dès l'instant où on n'a pas le jugement définitif. En fait, l'affaire du siècle n'est pas terminée aujourd'hui. Il faut encore attendre un petit peu pour savoir. Le tribunal administratif de Paris, sur l'essentiel, a réservé sa réponse. Et dans un peu plus de 2 mois, vous aurez un autre jugement, celui-ci définitif, non seulement du tribunal administratif de Paris, mais on attend aussi un arrêt de la part du Conseil d'État dans l'affaire Commune de Grande-Synthe contre État. Les 2 affaires sont assez proches. Le Conseil d'État était lui aussi saisi de la question de savoir si l'État a bien pris toutes les mesures utiles de nature à lutter efficacement contre le changement climatique. L'affaire du siècle se distingue un tout petit peu parce qu'il y avait aussi cette question de savoir si l'État a commis une faute par le passé qui engage sa responsabilité. Mais les 2 affaires, la question principale est commune. Et l'affaire de Grande-Synthe est évidemment la principale, la locomotive, puisque c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, effectivement, a donné un délai supplémentaire à l'État pour lui présenter ses explications sur qu'est-ce qu'il compte faire, effectivement, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il s'est fixé. L'une des questions fondamentales, c'est, dans cette affaire-là, qui est condamné ? L'État, nous dit le juge. L'État a commis une faute. Et de ce fait-là, il est en partie responsable du préjudice écologique consécutif au changement climatique. Mais l'État, c'est qui ? Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne fait que représenter l'État et le gouvernement actuel vous dit c'est mes prédécesseurs qui, par le passé, n'ont pas pris les décisions. Ça ne date pas d'hier, ça fait 20 ans que l'État n'en fait pas assez contre le changement climatique. Et donc ce n'est pas le gouvernement actuel.
Les anciens ministres, aujourd'hui, sur Twitter, se félicitent tous de cette décision. Donc, en fait, je ne vois aucun ancien ministre qui dise « Oui, c'est ma responsabilité, je n'aurais pas dû ». Vous avez même parmi les plaignants d'anciens ministres, justement. Et je les comprends tout à fait. C'est une responsabilité collective qui est mise en exergue par le juge. Donc, le problème, c'est que quand vous faites ça, l'État, c'est tout le monde, et personne ne se sent non plus concerné. Donc, c'est aussi les limites du recours au juge. Le juge, à un moment donné, il condamne une personne, une fiction, l'État, mais pas une personne, une entreprise, etc., en particulier dans cette affaire. Donc il ne faut pas non plus attendre du juge qu'il ne peut pas donner. Voilà, l'avocat Arnaud Gossman au micro de Christophe Gueugnaud. La vraie décision donc aura lieu dans 2 mois environ. On saura à ce moment-là si le terme historique convient. J'accueille notre invité, l'ancien directeur général de la santé, William Dab. Bonsoir William Dab, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci. Mathieu Magnodex de la rédaction. Vous êtes épidémiologiste, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. On vous avait déjà reçu virtuellement pendant le premier confinement et on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Air Libre. Au début de l'épidémie, vous disiez que la France n'était pas à la hauteur en matière de prévention. 9 mois plus tard, est-ce que vous considérez qu'on a progressé ? Bon, essayons d'être justes. Oui, on a progressé sur certains points. Nous avons des masques, nous avons du gel, les tests sont accessibles rapidement. Donc il y a eu un effort, c'est incontestable. Je sens qu'il y a un mais. Voilà. Est-ce qu'on a une stratégie efficace ? On a ces outils maintenant. Est-ce qu'ils sont mis en œuvre de façon efficace pour contrôler la circulation du virus ? À l'évidence, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'est pas efficace ? Le cœur de la maîtrise d'une épidémie, c'est l'isolement des personnes contagieuses. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Donc il faut repérer ces personnes, c'est pas facile parce que beaucoup, 40%, n'ont pas de symptômes. C'est le rôle des tests, ça marche. Une fois que vous êtes testé positif, on vous demande de vous isoler. Ça ne marche pas. Parce que l'isolement n'est pas accompagné. Les gens peuvent rencontrer d'énormes difficultés dans leur vie quotidienne. Il faut les aider. Il n'y a pas ce dispositif. Il était question d'hôtels mis à disposition pour l'isolement de personnes positives. Ça n'a pas été mis en place. Ça a été mis en place, mais c'est l'organisation qu'il y a derrière qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, il faut tracer à la fois ceux avec qui vous avez été en contact depuis que vous êtes positif et ceux avec qui vous avez été en contact avant d'être positif. Traçage prospectif, rétrospectif. Ça ne marche pas. Et le fait que ça ne marche pas nous met en situation d'échec. Parce que nous n'avons pas de vision des lieux où nous nous contaminons à l'heure actuelle. Et sans cette vision, il ne peut pas y avoir une stratégie construite de maîtrise de la circulation du virus. Est-ce que les écoles et les lycées jouent un rôle important ? On a des raisons de penser que oui, avec les universités. Est-ce qu'on a des données ? Non. Comment on explique qu'on n'a pas de données 9 mois après le début ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Enfin, est-ce qu'il y a une part de c'est normal, c'est à cause de ce virus, c'est compliqué, ou est-ce qu'il y a un manque de mise en place de dispositifs qui permettraient de le savoir ? La santé publique en France, je le dis souvent, c'est l'armée mexicaine. On a des très bons experts, des très bons généraux, on n'a pas de troupes. Donc pour faire le traçage, pour accompagner l'isolement, il nous faut des professionnels de santé publique sur le terrain. Sur le terrain, pas dans les ministères, sur le terrain. Nous ne les avons pas. En novembre, vous estimiez que le confinement allégé ne serait pas suffisant pour parvenir à l'objectif de 5000 contaminations par jour maximum, objectif fixé par Emmanuel Macron. Vous vous attendiez d'ailleurs à ce que ce confinement dure jusqu'en janvier. C'est ce que vous disiez en novembre au journal Le Monde. Résultat, aujourd'hui, donc début février, on est à un plateau de plus de 20 000 contaminations par jour. Est-ce qu'il faut reconfiner de façon stricte ? Alors, la décision de confinement, tout le monde l'a compris, elle intègre toute une série de contraintes.
Du strict point de vue épidémiologique, qui est le mien, ce que l'on a appris depuis 1 an, c'est qu'il vaut mieux taper fort et vite et de façon brève pour ramener la circulation virale à un bas niveau et là appliquer la stratégie tester, tracer, isoler de façon efficace, comme je viens de le dire. Et là, on a, je pense, tous les inconvénients des deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la circulation du virus, on a des contraintes dans les libertés d'aller et venir qui traînent dans le temps, avec un retentissement économique malgré tout. Donc ni on gagne sur le front de l'épidémie, ni on gagne sur le front de l'économie. Donc il aurait fallu confiner peut-être de façon très stricte, sur un temps plus réduit, déjà en décembre ou en janvier ou même en novembre, au moment où il y a eu le confinement léger. En novembre, il aurait fallu confiner strictement. C'est l'option que j'aurais privilégiée. Et là maintenant, vous feriez quoi, vous, si vous étiez ministre de la Santé ou directeur général de la Santé ou conseiller stratégique? Qu'est-ce que vous diriez? Le point de vue que je défendrais est que nous sommes sur un plateau élevé et de tendance croissante, avec un nouveau variant qui est plus contagieux et vraisemblablement un peu plus grave. La santé publique britannique commence à nous le dire. Donc, moi, je reste sur cette idée qu'il faut taper tôt, fort et le moins longtemps possible. Ça veut dire quoi en pratique? J'allongerai les vacances scolaires de 2 semaines et pendant le mois de février, je confinerai, ramener en mars la circulation à un niveau bas et là, maîtriser la circulation du virus avec les outils dont je parlais à l'instant. Donc l'isolement. Alors vous l'avez dit, hein, le fait que ces mesures de limitation de l'économie, etc., traînent en longueur, ça a des conséquences. On va tout à l'heure parler de la vaccination, mais parlons d'abord donc avec toi, Mathieu, de ces conséquences sur de nombreuses personnes. Hein. La crise sanitaire est aussi une crise sociale. Tu t'es intéressé, Mathieu, aux nombreux entrepreneurs menacés, notamment parce qu'ils n'arrivent pas à toucher les aides promises par le gouvernement. Oui, Valentine, et les témoignages dans ce sens sont afflués, il faut le dire, ces dernières semaines à la rédaction de Mediapart. Une communication gouvernementale sur le thème, bien sûr, on aide l'activité, mais sur le terrain, beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas les aides arriver. On se retrouve face à des situations parfois qui sont ubuesque. Hier, avec Youmnik et Zouf, on est allé rencontrer dans le quartier parisien de Montmartre un garçon qui s'appelle Éric Coursière, 33 ans, gérant d'un bar très connu, le Café des Deux Moulins, où des scènes du fameux film Amélie Poulain ont été tournées. Éric a repris ce café en gérance le 1er octobre et depuis, il n'a pu ouvrir que 2 semaines. Résultat, seulement 5% du chiffre d'affaires habituel, avec comme seule activité la vente à emporter. Ouais, on peut faire un petit tour. Notre stock, il est là. Enfin, le peu de stock qu'on a, il est là. Et ben, c'est pas trop un restaurant, quoi. Ce bar ici, on voit ici le tableau d'Amélie Poulain. Il n'a jamais été vide comme ça pendant des années, c'est quand même... Ah ben vide, je pense qu'il a jamais été vide, du tout. Bon alors, c'est un peu le bazar, hein, je vous préviens. J'essaye de laisser tout un peu à dispo, parce que, bah, pareil, je suis pas cuisinier, mais bon, j'essaye de faire 2-3 petites choses. Des crêpes, des sandwichs, hein, des sandwichs, quelques croques. Enfin voilà, on essaye de faire des petites choses sympas qu'on peut manger comme ça sur le pouce. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on ouvre. En fait, s'il ouvre surtout, c'est pour s'occuper, pas tourner en rond, parce que Eric a un souci, la trésorerie qui file à toute vitesse. Il touche le chômage partiel pour ses 10 salariés, mais il fait partie de ces nombreux entrepreneurs qui n'ont pas pu avoir les aides du Fonds de solidarité promises par le gouvernement. Il fallait être immatriculé avant le 30 septembre. On a fait notre immatriculation, notre demande en tout cas, au mois de septembre, sauf que le retour il a été fait le 4 octobre. Donc le 4 octobre, on a été immatriculé, ce qui nous fait qu'on est exclu du Fonds de solidarité. À 4 jours près, vous perdez combien? Ah ben, on perd le minimum qui est octroyé à la profession, c'est-à-dire 10 000 € par mois. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on doit payer, ça sort de notre poche perso. Et nous qui réinjectons de l'argent, là quand on a rouvert, on a dû refaire des stocks, j'y suis allé avec ma carte bleue perso, parce que bah, il faut l'avancer l'argent. Donc j'espère qu'un jour je pourrai me rembourser. Combien de temps ça peut durer cette situation? Alors ça, tant qu'on a de l'argent sur notre compte en banque.
Moi, je suis plutôt d'accord avec la fermeture. Je pense que les restaurants sont propagateurs. Parce que je vois le comportement des clients au fur et à mesure de la soirée. Si on nous ferme administrativement, il faut nous aider, il faut aider tout le monde. Personnellement, vous pouvez tenir à ce rythme-là, si ces aides ne sont pas débloquées, combien de semaines ou de mois? Alors ça, je sais pas. Je vais aller gratter de l'argent à droite à gauche, emprunter. Je sais pas. Je vais voir chaque mois, je verrai. Et puis il y a peut-être un moment où je dirais bon bah stop, je peux plus là. Eric désormais travaille seul au bar 15 heures par jour, tiraillé par une peur, celle de ne jamais pouvoir ouvrir. C'est un bar emblématique, encore une fois. Est-ce que ce bar, il est menacé? Honnêtement, non. Non, il n'est pas menacé. Déjà, moi, je suis gérant, donc moi, je suis menacé. Voilà. Moi, je suis menacé. Moi, je peux partir. Je peux partir parce que j'ai plus les fonds. Ensuite, il y a le propriétaire du fonds de commerce. Tant que lui, il peut tenir, je ne connais pas sa situation personnelle, mais tant que lui, il peut tenir, le bar survivra. Et même si lui, il est dans l'incapacité de subvenir aux charges de l'établissement, il sera racheté par quelqu'un qui a de l'argent. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des gens qui veulent racheter des établissements et qui ont un peu de fonds. Il y en a beaucoup et ils attendent. Ils attendent que tout le monde soit à la corde au cou et ils arrivent, ils font une offre et on est obligé de dire oui. Je vous voyais acquiescer pendant le reportage et ce gérant de bar a des sages paroles en disant je comprends qu'on rouvre pas, on sait que ça circule dans les restos. Est-ce qu'on le sait en fait? Puisque tout à l'heure on disait qu'on a du mal à évaluer dans quels endroits on se contamine. On a une seule étude française qui a été faite par l'Institut Pasteur, mon collègue Fontanet. C'est une étude qui a été faite au mois d'octobre, mais au moins on en a une. Et elle a clairement montré que les repas étaient une source majeure de contamination. Mais si nous avions un traçage efficace et qu'on avait la carte des lieux de contamination, on serait plus à l'aise pour justifier la fermeture avec les conséquences économiques et psychologiques que l'on a vues. Alors la suite de ton reportage, Mathieu, dans l'Ain, donc. Ouais, quelques heures plus tard, changement de décor, on prend le train avec Youmni pour se rendre à Pont-de-Vaux, dans l'Ain, près de Mâcon. Rendez-vous cette fois-ci avec Pierre Renou Grappin. Il a 29 ans et en décembre 2019, ce commercial a tout plaqué pour se lancer dans un projet un peu fou, un immense complexe de loisirs pour toutes les générations avec des terrains de foot, du squash, un restaurant, des espaces d'accueil pour les enfants, 2700 mètres carrés, plus d'1,5 million d'euros investis. Avec le Covid, Pierre n'a jamais pu ouvrir. Ils sont déjà remplis de poussière tellement il n'y a pas de passage, il n'y a personne qui vont dessus, donc c'est un petit peu dommage, ça fait un peu mal au cœur. Les télés, pareil, sont toutes neuves, toujours pas déballées, on attend le jour J. Ça devait ouvrir quand tout ça? Alors moi, sur mon premier projet, on devait ouvrir en septembre, mais avec le premier confinement, donc du coup j'ai reçu des lettres de l'architecte m'expliquant que c'était un petit peu compliqué de maintenir les délais. Donc, je devais ouvrir septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021. Et aujourd'hui, on est début février et je n'ai pas plus de visibilité. Donc, ça n'a jamais ouvert? Ça n'a jamais ouvert. Ça n'a jamais ouvert. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de chiffre d'affaires pour l'année dernière. Donc, je me retrouve dans une situation où aujourd'hui, je suis éligible à aucune aide. Clairement, que ce soit au niveau local, départemental, régional ou national, aujourd'hui, les réponses sont claires. Monsieur Renou Grappin, merci pour votre appel, mais malheureusement, on ne peut pas vous aider. Depuis, il tire la langue, il voit son compte se vider tous les jours. Il a tout tenté pour continuer les travaux, tout en rognant sur les moindres dépenses. Ses 4 salariés, le cuisinier, les agents administratifs ont même été mis à contribution pour avancer les travaux eux-mêmes. Pierre a aussi sonné à toutes les portes, comme il l'a dit, les élus locaux, le Fonds de solidarité nationale. Tout est vide, ça résonne, ça sonne creux. Non, on n'est pas ouvert et on ne l'est pas, d'après ce que je pense, on n'est pas ouvert avant un petit moment. Combien de temps ça peut durer ? Aujourd'hui, sans coup de main de l'État, des élus, je pourrais tenir encore, je croise les doigts vraiment pour bénéficier du chômage partiel pour mes salariés. Là, je pourrais tenir encore 3 mois. Étant donné que je n'ai pas de chiffre d'affaires, N-1, on ne rentre pas dans un cadre de fonds de solidarité. Au niveau du handicap, on n'a aucune aide pour mettre les établissements aux normes. Le fait que je sois un centre de loisirs et que je ne rentre pas dans les cadres des subventions régionales, moi, je ne comprends pas. Si ça dure plus longtemps? Clairement, si ça dure plus longtemps, c'est un échec. C'est-à-dire, c'est 2 ans d'investissement, de temps et d'argent
pour un complexe peut-être qui ne verra jamais le jour. C'est une prison. Une prison, on n'a pas les clés. J'essaye d'appeler les gardiens, mais les gardiens, il n'y a personne sur place. Donc c'est des appels tous les jours, et on est enfermé. J'ai l'impression que la sentence non plus n'est encore pas tombée et que j'attends mon jugement pour savoir à quelle sauce je serai mangé, quoi. Donc, Dans toute cette incertitude, Pierre tente de ne pas flancher et il lance un appel à nos dirigeants. Il y a des gens qui vont écouter cette émission qui sont en position de décider à tous les échelons, mais surtout national. Vous avez envie de leur dire quoi? On n'est pas sur une campagne politique, là. Là, on est sur une crise sanitaire, sur une crise sociale, et on va être sur une crise économique. Donc, venez voir, regardez ce que les petites entreprises font, entendez-les souffrir, et on en reparle. Parce que quand j'entends les âneries qui se disent, comme vous dites, hein, on accompagne les entreprises, mais on ne peut pas écouter ça très longtemps. C'est quelque chose qui nous monte à la tête, et ça peut que faire des tensions. Depuis mars 2020, combien d'entreprises se sont lancées, qui n'ont pas de chiffre d'affaires N-1, qui sont interdits d'ouverture au niveau administratif et qui attendent le feu vert. J'ai la chance d'avoir une banque très patiente, mais ma banque sera plus patiente très longtemps. À terme, si la situation se... Vous envisageriez d'ouvrir et de dire ah bah, j'ouvre parce que j'ai pas d'autre solution et que sinon... Alors, je suis quelqu'un de très terre à terre et très droit. Je veux respecter la loi. Mais il y a une expression qui dit il n'y a pas plus fou celui qui n'a plus rien à perdre. Et j'espère ne jamais en arriver là. Parce que si demain j'ai plus rien à perdre, que je suis pris à la gorge par les banques, pour moi le plus gros échec, c'est de devoir voir mon complexe racheté par une institution publique ou racheté par une grosse entreprise parce qu'ils auront profité de ma situation. Ça, pour moi, c'est la chose la plus dure que je pourrais encaisser. Donc aujourd'hui, non, je n'ouvrirai pas au public parce que les conditions sanitaires ne le permettent pas. Par contre, demain, si c'est ma dernière solution, j'ouvrirai mes portes et je ferai un appel au secours pour survivre. Dans cette aventure, Pierre n'est pas tout seul. Il a un cuisinier, 3 jeunes employés pour Candice, Aurélien, Emmanuel. C'est le premier emploi. Ils n'imaginaient pas débuter leur vie professionnelle dans une telle incertitude. C'est à chaque fois de l'attente pour savoir la nouvelle mesure, de l'attente pour savoir si on peut ouvrir. Donc on s'adapte, on n'a pas le choix de toute façon. Et... Je suis jeune, si demain j'ai plus de boulot, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Pour ma part, c'est mon premier CDI. Et je ne l'imaginais pas du tout comme ça, quoi. Me poser autant de questions, ne pas savoir dans les prochains mois si on va pouvoir continuer à travailler, quoi. Alors Valentine, Monsieur Dab, Pierre continue de se battre, mais entre le squash, les installations sportives et son restaurant, il propose en fait que des activités qui probablement n'ouvriront pas avant longtemps. Pourtant, pour lui comme pour de très nombreux entrepreneurs, la survie de sa société, c'est pas longtemps, c'est une urgence, une question de semaine. Quand on entend le champ lexical du discours de cet entrepreneur, j'ai noté appel au secours, celui qui n'a plus rien à perdre, difficile de respecter la loi. On se dit que l'équilibre entre la santé du plus grand nombre et la santé mentale de ceux qui n'ont plus rien, il est sans doute pas au bon endroit là. Bon, là, moi, j'entends deux problèmes, c'est absolument dramatique. Bon, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas eu de chiffre d'affaires en 2020, mais qui ont fait des investissements. Vu les énormes sommes publiques qui ont été mobilisées pour soutenir les entreprises, je pense que soutenir cette catégorie d'entrepreneurs ne rajouterait pas beaucoup à notre dette. Donc ça, c'est une décision administrative qu'il faut prendre et qui est faisable. L'autre chose, c'est que j'en reviens. Il faut maîtriser la circulation de ce virus et c'est faisable. Je pense même qu'avec le vaccin, nous allons pouvoir l'éradiquer. Mais pour ça, il faut une stratégie et une logistique sans faille. Alors sur le vaccin, justement, venons-y à la stratégie développée par le gouvernement et également à la communication qui est faite autour de cette stratégie vaccinale. Hier, Emmanuel Macron s'est invité par surprise dans le 20h de TF1. Sa prise de parole s'est décidée au tout dernier moment. Alors que les critiques sur la vaccination continuent, il a donc convoqué à l'Élysée TF1, objectif rassurer. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler notre campagne de vaccination. Elle se déroule au rythme qui était prévu. Alors, ça peut paraître trop lent quand on se compare à d'autres pays qui avaient fait d'autres paris, qui sont aussi des pays qui, comme le Royaume-Uni, sont des îles, donc peuvent fonctionner différemment, ou les États-Unis d'Amérique, qui, eux, ont acheté massivement les tout premiers vaccins.
Mais je défends la stratégie que nous avons adoptée avec l'Allemagne, avec l'Union européenne, qui est précisément de vacciner en européen. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. Droit dans ses bottes, Emmanuel Macron, tout comme son ministre de la Santé, 10 jours plus tôt sur TF1, qui allait même plus loin. C'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Donc vous nous dites très clairement, sauf incident imprévisible, notamment de livraison, à la fin de l'été, le 31 août, c'est pas la fin de l'été, mais presque, tous les Français qui le désirent seront vaccinés. Si les vaccins sont validés et tous efficaces, oui. Pourtant, le président du Conseil scientifique les contredit. Il va nous falloir du temps, beaucoup de temps, arriver jusqu'à la fin de l'été pour vacciner peut-être 40% de la population française, mais pas plus. Alors, qui a raison? Alors, est-ce que l'engagement d'Emmanuel Macron est réaliste ou alors il faut que 40% maximum de Français souhaitent se faire vacciner, puisqu'il dit tous les Français qui voudront se faire vacciner. Olivier Véran, lui, dans la surenchère, il dit carrément les 70 millions, c'est-à-dire les bébés, les nouveau-nés, les ados, tout le monde va être vacciné d'ici le 31 août. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il faut qu'on y croie? Je pense qu'il faut faire attention. Depuis le début, tous ceux qui ont eu des affirmations péremptoires se sont vus démentis par la réalité. Donc il faut faire attention. Il faut reconnaître que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut les dire. Donc ne prendre des engagements que ceux qu'on est sûr de pouvoir tenir. Et il y en a beaucoup dans ce que j'ai entendu là, dont il n'est pas absolument certain qu'on puisse les tenir. Comme sur les chiffres de vaccination que l'on a, il faudrait que le vaccin d'AstraZeneca et le vaccin de Johnson & Johnson aient une assez bonne efficacité et une bonne disponibilité. Et par ailleurs, un des problèmes que nous avons actuellement, c'est un problème d'organisation de la chaîne logistique. Avec les 2 vaccins que nous avons actuellement, il est vrai que c'est compliqué, parce que ce sont des vaccins qui doivent être congelés à moins 70, moins 80. Ça, c'est une chaîne du froid particulière. Mais donc, soyons prudents. Quand on parle d'1 million de personnes vaccinées, par exemple, je pense qu'on ne devrait pas dire ça. Parce qu'il n'y a qu'une dose. Exactement. Donc elles sont semi-vaccinées. Voilà. Pour être vacciné, il faut avoir 2 doses. Depuis ce matin, j'ai essayé de savoir combien de Français ont reçu 2 doses. L'information n'est pas publique. Eh bien, si on nous entend, on aimerait bien la connaître, cette information. On va peut-être poser la question pour le savoir. Alors, Emmanuel Macron a annoncé aussi que 4 sites de production allaient être installés, de production de vaccins allaient être installés en France. Mais par exemple, il y a des élus, notamment du Parti communiste, qui réclament que la licence de ces vaccins soit publique et tombe dans le domaine public, qu'il n'y ait plus au final de propriété autour de ces vaccins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, d'abord, je note. Est-ce qu'on est dans un cas de force majeure tel que il faut mettre dans le domaine public ces propriétés que le vaccin intellectuelles soit un bien public, je pense que c'est justifié. Nous ne vaincrons pas ce virus uniquement en Europe. Parce que si nous vaccinons tout le monde en Europe, mais que des variants résistants au vaccin surgissent en Afrique, on reviendra à la case départ. Donc, il nous faut, c'est le discours du directeur général de l'OMS, en faire un bien public, et il faut arrêter de raisonner de façon nationaliste et avoir une stratégie mondiale de vaccination. On ne se protégera pas de ce virus dans un seul pays. C'est vrai que les îles, c'est plus facile. On voit l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pour les pays qui ne sont pas protégés naturellement de cette façon, il faut voir le problème globalement. Mathieu, une question. Non, sur la gestion politique de cette pandémie, politique au sens large. Quelles sont les décisions vraiment qu'on aurait pu prendre, qui ont pu être prises par-ci, par-là dans d'autres pays, et dont on manque? Parce qu'on tourne toujours autour de cette question de qu'est-ce qui se passe de particulier en France? On le voit, des effets de communication
une stratégie très du haut vers le bas, toutes les difficultés d'organisation dont vous parlez. Mais quelles auraient été justement les mesures à prendre qui n'ont pas été prises pour débloquer ou tenter de débloquer ces verrous? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais oui, bien sûr. Donc, il y a eu le déconfinement du mois de mai et du mois de juin, j'ai trouvé qu'il avait été bien géré. On s'est retrouvé fin juin à un niveau de circulation virale bas. Là, il fallait massivement investir en professionnels de terrain. Le ministre Véran a annoncé le Ségur de la santé publique, en complément du Ségur de la santé. Et là, je me suis dit, quelque chose a été compris. Il ne s'est rien passé. Donc on n'a pas formé les professionnels. Je peux vous dire que les universitaires et les écoles étaient prêts. On nous aurait demandé de nous mobiliser. On les formait, les personnels dont on a besoin. Ce n'est pas forcément du bac plus 5 dont on a besoin. On ne vous a pas appelé, par exemple? Ni moi, ni personne d'autre. Donc cet effort n'a pas été fait. Et à partir de... C'est là, autour du mois de juin, alors que le Conseil scientifique voyait arriver la deuxième vague, et il ne s'est pas trompé, qu'il fallait se mettre en ordre de bataille pour éviter deuxième vague, troisième vague, et cette stratégie du stop and go qui est nuisible au plan de la santé. Nous sommes à 400 morts par jour en ce moment, et nuisible au plan économique, on l'a entendu. On va se quitter. Une toute dernière question, réponse rapide. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Je ne me prononce pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est une pandémie qui est suivie en temps réel. Elle suscite, malgré toutes les imperfections qu'on peut dire, une mobilisation qui est sans équivalent dans notre histoire. Ceci me rend optimiste. Le virus, il va subir une pression vaccinale. L'écologie virale nous apprend que, vraisemblablement, il va tenter de s'échapper. De quelle façon il va s'échapper? En devenant un virus comme le rhume? Parfait. En devenant un virus plus virulent? En devenant un virus qui va entraîner une mortalité chez les jeunes? Personne n'est capable de le dire. Donc ça ne sert à rien d'être optimiste et pessimiste. Il faut regarder la réalité, débloquer les moyens. On est un grand pays, on peut le faire. Organiser une stratégie, une logistique performante et avoir comme objectif d'éradiquer le virus. Ce que le vaccin tout seul ne permettra pas de faire à court terme. C'est aussi ça que dit mon collègue Delfrécy. Eh bien, on va se quitter sur ces paroles difficiles, mais c'est important de les poser. Merci beaucoup, William Dab, d'avoir été sur le plateau d'Alerte Libre. On part tout de suite en Tunisie. Où on rejoint Lilia Blaise. Bonjour Lilia, tu es à Tunis, où les manifestations du mois de janvier se sont calmées, mais où la tension est toujours vive, notamment depuis la condamnation de 3 jeunes pour avoir fumé du cannabis. Condamnation à 30 ans de prison. Alors oui, cette décision a surpris tout le monde car elle intervient dans un contexte où la loi 52 sur la consommation de stupéfiants avait été justement assouplie en 2017 en laissant au juge la possibilité de diminuer la peine à 1 an de prison avec des circonstances atténuantes. Là, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Le juge a accumulé plusieurs chefs d'accusation et finalement, on en est arrivé à 30 ans de réclusion. Alors, ça a suscité un vif émoi dans la société civile, parce que aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça fait depuis longtemps que les jeunes en Tunisie se mobilisent sur la dépénalisation de la consommation de cannabis. On a eu, par exemple, là beaucoup de gens qui ont changé leur photo de profil avec le hashtag Badel52, qui veut dire « change la loi 52 ». Ce n'est pas la première fois que les Tunisiens se mobilisent contre cette loi. En 2019, un parti avait même fait campagne pour les législatives avec cette question de la dépénalisation du cannabis. Il faut aussi rappeler que plusieurs ONG ont pris position contre ce verdict. Amnesty International a jugé inacceptable cette condamnation. La Ligue des droits de l'homme à Tunis a parlé d'un verdict injuste, aussi parce que ça fait longtemps
que les ONG dénoncent la surpopulation carcérale en Tunisie, qui est souvent liée justement à la détention de gens pour consommation de stupéfiants. Selon le rapport de Human Rights Watch que je cite, en décembre 2015, 7451 personnes ont fait l'objet de poursuites pour des infractions liées à la drogue dans les prisons de Tunisie, dont 7306 hommes et 145 femmes. Et les infractions relatives aux drogues représentaient 28% de la population carcérale totale de l'État en Tunisie. Lilia, ces condamnations s'inscrivent dans un contexte sécuritaire tendu après des semaines de manifestations. Qui étaient les manifestants et que demandaient-ils ? Alors oui, on peut faire aussi le lien, en effet, comme vous l'avez dit, entre ce verdict et les manifestations, parce qu'en fait, ceux qui sont visés à la fois dans la condamnation et dans les manifestations, ce sont les jeunes. Les jeunes qui manifestent donc depuis le 14 janvier à travers deux courants qui étaient un peu distincts au début mais qui maintenant se rassemblent. Ça a commencé en fait avec des manifestations à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution. Il y avait un couvre-feu et un confinement général de 4 jours qui avait été décrété. Et donc beaucoup de jeunes des quartiers populaires de Tunis mais aussi de d'autres villes de la Tunisie sont sortis le soir principalement pour protester. Ça a donné lieu à des affrontements avec la police et ça a démontré d'un ras-le-bol de cette jeunesse face à ces restrictions sanitaires, mais aussi par rapport à la crise économique qui s'enlise en Tunisie. Ce sont des jeunes qui souvent voient leurs parents qui ont perdu leur travail, qui vivent aussi de l'économie informelle qui est aussi impactée par la crise sanitaire, et qui sont aussi victimes parfois d'abandon scolaire. L'abandon scolaire en Tunisie, ça touche presque 100 000 élèves par an. S'ajoute à cela aussi la fermeture des stades, qui sont des lieux de défoulement habituellement pour la jeunesse, et les cafés qui, pendant un certain temps, avaient dû enlever leurs chaises et favoriser la vente à emporter. Donc ça a commencé comme ça, et ensuite la société civile a pris le relais. Ah oui, exactement. Donc voilà, comme je disais, c'était deux mouvements au début qui ne sont devenus finalement qu'un seul. En fait, la société civile a commencé à manifester peu après parce qu'il y avait une rhétorique dans les médias que les jeunes qui sortaient la nuit, c'était juste des casseurs, qui faisaient des actes de vandalisme. Et il y a eu des arrestations aussi massives du côté policier envers ces jeunes, avec parfois des rafles dans certains quartiers, le matin ou juste avant le couvre-feu, où il y avait des descentes de police et certains jeunes étaient arrêtés juste parce qu'ils étaient dans la rue, dans les quartiers populaires. Donc en fait, la société civile a un peu pris le relais, a commencé à manifester aussi en journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi organisé le mouvement sur les réseaux sociaux. On peut voir que en ce moment-là, ça fait à peu près 2 semaines maintenant depuis les premières manifestations, il y a eu un manifeste qui a été écrit par un collectif et qui en fait a rassemblé un peu les demandes des quartiers populaires. Et donc c'est un manifeste assez précis qui demande notamment par exemple un plafond pour les loyers dans les quartiers populaires, parce que les familles ont souvent pas du tout de quoi se loger avec le salaire minimum tunisien qui est de 400 dinars par mois, à peu près 120 €. Et même s'il aurait été augmenté d'après les dernières négociations de la centrale syndicale en Tunisie, ça ne touche pas pour l'instant cette population-là. Il y a aussi des demandes par rapport à la libération de tous ces jeunes qui ont été arrêtés, même si certains ont été relâchés, dont des activistes aussi qui avaient été arrêtés juste pour avoir posté des statuts Facebook. Il y a encore des jeunes en détention et d'ailleurs il y a encore des manifestations devant les tribunaux pour demander leur libération. Et dans les autres demandes, en fait, on voit que c'est des demandes par rapport à l'amélioration finalement de l'économie et du quotidien de ces gens qui finalement font écho aux demandes 10 ans en arrière de justice sociale et de dignité qu'on entendait pendant la Révolution. Je voulais préciser aussi que ce qui est intéressant, c'est que les manifestants activistes qui sont sortis là, ces derniers jours, par exemple le 30 janvier sur l'avenue Bourguiba, ils ont des nouvelles méthodes qu'on peut voir dans d'autres manifestations dans le monde, notamment jeter de la peinture sur la police, des œufs, et c'est des méthodes de manifestation pacifiques, mais qui déplaisent en fait au système sécuritaire en Tunisie, qui s'est manifesté via des syndicats là récemment pour dire qu'ils voulaient rentrer en grève à cause de ce qu'ils jugent être des comportements dégradants envers la police. Donc ça montre aussi une tension dans cet apprentissage de la démocratie en Tunisie entre
ces jeunes qui représentent clairement une nouvelle génération avec des nouvelles méthodes de protestation et un État qui en fait est resté aussi un peu un État policier, même s'il y a eu des réformes du système sécuritaire. Et ces jeunes-là, en fait, ils insistent vraiment pour mettre en valeur ça, parce que pour eux, il faut vraiment qu'il y ait un garde-fou contre le retour à l'État policier qui était un peu la donne sous Ben Ali. Donc c'est pour ça que c'est important pour eux de protester, parfois même en insultant la police, parce que c'est une manière de dire, voilà, on ne veut vraiment pas retourner en arrière. Merci Lydia, tu es à Tunis et on te lit dans Mediapart. Désolée, il faut qu'on avance. À tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, c'est vraiment dommage. Je vous fais un rapide résumé. À lire d'abord ce portrait par Fabrice Arfi du commissaire matraqueur, ce policier qui s'était illustré samedi 30 janvier à Paris en train de matraquer violemment un manifestant. Il n'est autre que le frère du parrain des parrains corse, Michel Thomy. À lire également cette enquête de Lou Sira, le ministre de l'Intérieur brandit à l'envi des chiffres sur les mosquées dites radicalisées qu'il fait fermer pour des motifs souvent liés en réalité à l'hygiène et la sécurité. Mediapart revient sur 3 cas en Seine-Saint-Denis emblématiques des artifices auxquels il se livre. Enfin, des nouvelles du PS. Et oui, il existe encore, mais il fait face à un nouveau plan de licenciement, le 2e en 3 ans, qui passe mal. Une partie des salariés y voit une stratégie visant à remplacer les anciens par des jeunes dans un parti cherchant à faire peau neuve. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. Merci de nous suivre. Si vous le pouvez, abonnez-vous car, comme vous le savez, Mediapart ne vit que grâce à ses abonnés. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut!